Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, nous voici donc à débattre de la question des recettes de notre budget 2023. Après l'exposé toujours techniquement brillant de notre sémillant vice-président Stéphane Perrin-Sarzier, qui nous explique de façon très pédagogique combien il a défendu la cause des régions, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, ou dans tel ou tel ministère, nous n'en doutons pas et ne lui en savons gré. Et nous pourrions tenir un propos en réponse, nous désoler à juste titre de l'inaction de l'État quant au renouvellement des recettes attribuées aux régions, de l'impéritie d'un gouvernement qui néglige les régions comme échelon essentiel pour mener des politiques dont l'État est devenu incapable d'être le pilote, en raison d'une situation financière qui nous mène à la faillite collective, et ce, malgré les promesses du président de la République en 2017. Ces promesses non tenues, qui nous rendent quotidiennement plus dépendants de nos voisins, singulièrement notre voisin d'outre-Rhin, dont évidemment les intérêts ne sont pas toujours les nôtres, sur de nombreux plans, et notamment sur le plan énergétique. Mais je me demande dans quelle mesure ce débat technique, Monsieur le Président, et parfois savant, n'est pas finalement un rideau de fumée, voire un refrain qui nous empêche d'avoir accès à un exposé clair et assumé de vos politiques publiques. Nous avons le sentiment d'entendre la petite chanson dont les paroles sont « Tant que nous n'avons pas un vrai renouvellement de nos recettes, nous ne pouvons pas imaginer un vrai renouvellement de nos politiques. » Il faut donc attendre encore et encore. Le changement, pour vous, ce n'est assurément pas pour maintenant. Entre-temps, la tactique consiste pour notre président à émailler son propos de formules toutes plus bienveillantes et parfois ronflantes les unes que les autres, mais dont nous cherchons concrètement et trop souvent vainement le contenu politique. Je vais le poursuivre, s'il vous le permettez, le propos tenu tout à l'heure par notre présidente de groupe, Isabelle de Callennec. Jusqu'ici, nous avons travaillé à proposer un budget alternatif constitué d'amendements en recettes et en dépenses, nous permettant de modifier le budget et qui nous permettait le budget que vous nous proposiez dans le sens qui nous semblait bon pour les Bretonnes et les Bretons. Certains autres groupes se plient désormais à cet exercice qui a le mérite de nous plonger dans le détail budgétaire et donc d'essayer de voir la traduction de nos schémas trop souvent verbeux dans le congrès budgétaire. Tous ces groupes ont notre respect. Cette année, nous avons fait un choix différent. Nous avons choisi de ne pas le faire pour plusieurs raisons. La première raison, elle est technique, vous le savez. Je passe rapidement, mais elle mérite quand même d'être soulignée. Nous n'avons pas pu accéder à la répartition des crédits de paiement par action dans des conditions convenables, notamment dans un calendrier qui était antérieur à la rédaction d'éventuels amendements. Le changement de nomenclature budgétaire, que comme vous nous appelions de nos vœux, ne peut pas être une raison suffisante à ce manquement. Bien que nous votions par programme et que nous sachions parfaitement que la répartition des crédits de paiement par action n'est qu'indicatif, il est indispensable pour mieux saisir la réalité du budget tel que vous nous le proposez. Parmi les mots à la mode, il y a la transparence. Je ne vous fais pas un procès dans ce domaine, je dis que sur ce point précis, vous ne nous avez pas permis d'accéder à tous les éléments constituant le budget. La deuxième raison est plus profonde, elle est politique. Parmi tous les amendements budgétaires et financiers que nous proposons chaque année depuis au moins 5 ans, aucun n'a été retenu. Ce ne fut jamais violent, toujours aimable, mais ce fut un travail inutile et vain en termes de résultats, y compris dans des amendements très raisonnables et modestes budgétairement. Une raison stratégique finalement, nous avons le sentiment que votre budget ne bouge vraiment que de manière très marginale tous les ans depuis que vous êtes président, alors que le monde, lui, bouge dans les grandes largeurs. Je vais y revenir. Nous faisons donc le choix de déposer 2 amendements, l'un en suppression des recettes, l'autre en suppression des dépenses. Ces 2 amendements sont 2 façons d'attirer votre attention et plus largement celle des Bretonnes et des Bretons sur ce que nous qualifions d'immobilisme à la région, sur trop de dossiers à dimension stratégique pour les années à venir.
Isabelle de Calénec les a énumérés tout à l'heure, l'agriculture, l'énergie, le logement, l'eau, l'employabilité de nos concitoyens, la question du foncier, le développement du numérique, la désertification médicale, notre démographie, j'y reviendrai, les déséquilibres de notre territoire. Au passage, j'ai cru comprendre que dans la négociation qui pourrait s'engager sur les régions, la réunification pourrait passer, allez, comme la dernière roue du carrosse. Je m'en inquiète. La question de notre culture et de nos langues. Monsieur le Président, je vous ai écouté lors de vos vœux à la Maison de la Bretagne et dans les diverses vidéos que vous publiez régulièrement. Je me suis longuement demandé ce qui provoquait mon malaise. Ce sentiment que tout cela était bien fait, coulait naturellement, ne provoquait pas d'accroc, de polémique. Mais finalement, 2 citations me sont venues à l'esprit. Encore des citations, mes chers collègues. L'une d'Henri Queuille, le petit père Queuille, président du Conseil tout en rondeur sous la 4e République. L'une des figures du radicalisme. Il n'y a pas de problème que l'absence de solution ne saurait résoudre. L'autre, celle de Giovanni Tomasi de Lampedusa, pour les amateurs de cinéma, ça donne Le Guépard, merveilleux roman d'abord, merveilleux film ensuite. Il faut que tout change pour que rien ne change. En quelques mots, vous vous faites le chantre d'une Bretagne de la stabilité dans un monde de plus en plus instable. Seulement, la Bretagne, ce n'est pas le sud-ouest des radicaux socialistes. Elle n'est pas un refuge, elle a la tête du monde, Penarbed. Je pense que vous faites en cela une erreur. Vous commentez les mouvements de grande ampleur, parfois violents, qui marquent notre monde contemporain, en vous réjouissant que nous en soyons à l'abri. Puis vous trouvez refuge dans les modes et les mots du moment sur la planète, l'inclusivité, la résilience. Mais la Bretagne, ce n'est pas un puzzle sémantique de formules dans l'air du temps. En un mot, vous confondez le vent et le courant. Nous croyons que notre budget doit être une réponse volontariste au grand vent qui souffle sur le monde. Non, la Bretagne n'est pas ce petit havre à l'abri des tempêtes, elle vit au grand vent du monde et cela doit se voir dans notre budget. Or, nous ne le voyons pas. Nous ne voyons que des évolutions à la marge, alors que nous devrions avoir engagé une vaste révision de nos politiques publiques. Votre boussole est encore trop influencée par le politiquement correct français et européen, qui emmène dans le mur et qui fait fi des nouveaux rapports de puissance dans le monde. Alors, n'y voyez pas d'emphase où il n'y a que des convictions, mais nous pouvons imaginer une toute autre ambition pour notre Bretagne dans le contexte mouvant. Nous pouvons considérer que notre élevage est une force, alors qu'on nous le montre trop souvent comme une faiblesse, notamment sous l'angle environnemental. D'ici peu, les terres situées entre Loire et Seine seront les seules à pouvoir produire le lait français. Alors, ne laissons pas les éleveurs faire la course avec les handicaps des éco-socio-conditionnalités. Nous pouvons considérer l'apport de nouvelles populations d'ici 2050 comme un enrichissement plutôt que comme une menace pour notre environnement. Alors faisons tout pour que cet apport soit harmonieux sur notre territoire et proposons un ZAN vraiment différencié selon les territoires. Nous pouvons vivre notre capacité industrielle comme une force dans une France qui a tant perdu dans ce domaine. Je ne vous ferai pas l'injure de rappeler l'affaire Bridor. Alors permettons, du point de vue de l'eau, du foncier et de la logistique, l'implantation de nouvelles activités industrielles. Nous pouvons considérer l'occupation harmonieuse de notre territoire comme un atout. Alors faisons le nécessaire en termes de transport des personnes, des biens et des données. Partout en Bretagne, ne nous laissons pas faire par l'État sur l'avenant mobilité du CPER. Parce que vous nous donnez l'impression que le CPER s'est perdu. Cette occupation du territoire est également conditionnée par la présence de services de proximité. Pourquoi d'année en année n'avons-nous rien fait de mieux pour nous attaquer aux déserts médicaux ? Nous pouvons nous considérer, comme un peuple de la mer. Mais faut-il encore sortir du carcan national dans une France qui a si peu souvent considéré la mer comme faisant partie intégrante de son identité ? Cessons de voir dans la mer le seul lieu d'implantation de nouvelles éoliennes. Nous pouvons nous considérer comme un peuple fier d'avoir des enfants partout sur le territoire, considérant qu'un peuple qui a des enfants
et on a quand même un vrai sujet démographique, considérant qu'un peuple qui a des enfants est un peuple qui a de l'avenir. Sur tous ces sujets, Monsieur le Président, nous ne voyons pas de vrais changements dans votre budget, alors que le monde change à grande vitesse. Pour éclairer votre vision, je vous invite à faire une lecture, celle du dernier livre de Thomas Gomard, géopolitologue, qui s'intitule « Les ambitions inavouées » et qui évoque ce que préparent les grandes puissances. Thomas Gomard nous dit combien la France, mais aussi l'Europe, plutôt que de se regarder le nombril autour de stratégies plus idéologiques les unes que les autres, ferait mieux de regarder les stratégies des puissances, des 9 grands que sont l'Allemagne, la Russie, la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Turquie, l'Iran et l'Arabie saoudite. Quel est le propre de ces puissances? Réfléchir leur stratégie en fonction de leurs intérêts. Ils n'ont pas de réflexe de bons élèves, ne font pas la leçon à la terre entière, mais pensent leur avenir en fonction de l'intérêt qu'ils peuvent tirer de la situation du moment. Hors sujet, me direz-vous? Pas tout à fait. Pourquoi nous refuserions-nous à avoir une ambition bretonne en termes de puissance? N'y a-t-il pas eu un tigre irlandais en son temps? Certaines cités-États ne sont-elles pas des puissances respectées dans notre monde? Nous ne pouvons pas nous contenter d'être un amortisseur social, Monsieur le Président. Les conseils départementaux le font très bien. Nous sommes la collectivité des jeunes, de l'avenir, de notre moteur économique. Nous sommes la Bretagne. Certes, cela passera par l'autonomie que nous appelons de nos vœux, mais cette autonomie est faite si cette autonomie est faite pour taxer plus et interdire plus, à quoi servirait-elle? Nous aurons ce débat dans les semaines à venir si le Président poursuit sur la piste des révisions institutionnelles qu'il semble de nouveau engager. Pour nous, votre budget est un budget de continuité depuis trop longtemps. Il continue à pressurer les Bretonnes et les Bretons, singulièrement les autonomistes qui sont souvent les plus modestes. Un mot là-dessus. Les gens les plus modestes, nos concitoyens, nos compatriotes bretonnes et bretons, n'aiment pas que l'on se lamente sur eux. C'est une réalité. Ils ont leur fierté. Mais leur fierté, elle consiste également à être propriétaire de leur maison, de leur voiture et, dans l'idéal, de payer une voiture pour un des gamins qui vient d'avoir le permis dont vous voulez faire la promotion. Donc ne soyez pas complètement, j'allais dire, incohérent sur la carte grise. Vous voulez encourager le permis de conduire d'un côté, c'est une bonne chose, et vous taxez la carte grise en parallèle. C'est pourquoi nous avons déposé 2 amendements en suppression. C'est pourquoi nous tenterons de faire valoir nos propositions dans le débat programme par programme. C'est également pourquoi nous voterons sur les amendements proposés par les autres groupes. Mais petite incise, ces amendements sont étudiés en commission, sans vote, c'est le règlement intérieur, seulement avec un avis de censeur de l'exécutif. Ce qui nous reste pour vous dire, fort et clair, c'est qu'il faut écouter vos oppositions. Nous nous abstiendrons sur les programmes, considérant qu'il s'agit là, Monsieur le Président, d'une forme d'alerte. Alerte sur la transparence, alerte sur l'absence de prise en compte des propositions de vos oppositions, malgré votre majorité relative. Alerte face à une stratégie devenue inadaptée au regard du contexte qui est le nôtre, et en cela dangereuse pour la Bretagne. En décembre, je rappelais, sous le sourire de certains, d'une part, la devise du maréchal Delattre, ne pas subir, et toute une série de citations du général de Gaulle sur la question des circonstances en politique. Le propos d'aujourd'hui est dans la continuité de ce que nous disaient nos grands anciens, qui ont su affronter l'histoire dans le seul intérêt de leur peuple et de leur pays. Je vous remercie.